Il semblerait que tout ne soit pas gagné pour les cryptos aux USA. Joe Biden vient de faire veto sur une loi importante pour les cryptos et surtout pour les banques. C'est vraiment le signe de confrontation entre l'administration, la population américaine et l'industrie. On est vraiment dans un flou, on se rapproche de l'univers crypto pour les élections et on continue à mettre la pression. La décision est compliquée tant d'un point de vue politique que économique. L'économie américaine est tiraillée entre l'inflation, la déflation, le PIB en baisse, les taux directeurs qui sont élevés. Rien n'a de sens, ou plutôt tout va dans tous les sens. Quel est l'impact de la macroéconomie sur les cryptos avec la chute du PIB américain? Le retournement de Joe Biden est-il dangereux pour les cryptos? Est-ce que ça a un impact sur le lancement de l'ETF spot Ethereum? Et plus globalement, est-ce que mon plan a changé? Je vous donne toutes les réponses. Bonjour, c'est Cryptolyse, je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. Avant de parler crypto, on va être obligé de revenir sur la macroéconomie, c'est obligatoire parce que c'est le fondement. On n'oublie pas que les cryptos se nourrissent des liquidités et les liquidités viennent de la macroéconomie en général. Et donc on va parler tout de suite du moment le plus important de la semaine, ça a été jeudi. Ici, le PIB à 1,3 versus 1,6 attendu, et le précédent était 3,4. Donc on voit qu'on a vraiment une pression sur l'économie américaine, et c'est un petit peu ce qui s'est ressenti vraiment au SP500. Alors avant d'aller vraiment dans la journée, la semaine qui s'est passée, on est forcément dans une clôture mensuelle, donc il faut prendre un petit peu de recul et rentrer dans l'économie. On voit qu'on a quand même fait une clôture mensuelle au-dessus du haut précédent, donc on est bien dans une valorisation supérieure. On a une économie qui est forte, mais justement, c'est toute l'ambiguïté. On a une économie forte, oui, mais en même temps, qui est tiraillée entre cette volonté de pousser et une complexité économique très forte. On va dérouler tout ça, justement, et quand on regarde ce qui s'est passé en weekly, on voit que déjà, ça a été une semaine qui était très compliquée, avec une pression baissière relativement forte, pression baissière qui a été ravalée partiellement sur la journée d'hier, mais dans lequel on a eu une descente très forte et un ravalement très fort. Et quand on voit ça, généralement, c'est l'assimilation de la nouvelle précédente. Parce qu'il y a un ensemble d'éléments qui sont importants, et il y a des questions qu'on cherche à répondre. Première, c'est est-ce que, oui ou non, la Fed va être capable de pouvoir faire le pivot? On a une économie américaine qui est en train de diminuer en termes de PIB, malgré la force des 7 magnifiques qui portent quand même grandement l'économie. On a une difficulté bancaire déjà depuis 2023, on va revenir dessus dans quelques instants. Et à côté, on a toujours des taux qui sont élevés, une inflation qui a du mal à descendre. Est-ce qu'on va être dans la capacité de pouvoir faire ce fameux pivot? Ce pivot entraînera une libération clairement des liquidités. Pourquoi? Parce que clairement, on a des obligations du gouvernement américain aux 2 ans qui sont encore très hautes, qui sont au-dessus des 4,5%, on frôle avec les 5%. Quand on regarde en mois, on voit que oui, le mois précédent, on a eu en avril une accélération très très forte, on voit qu'on a eu un retracement fort, mais regardez, cette bougie, ici, a été ravalée sur la fin du mois. Donc ça sous-entend vraiment que on a ici une économie américaine qui n'est pas encore prête à pouvoir faire le pivot, et c'est un des indicateurs qui est vraiment très important. On a actuellement une pression financière qui est très forte. On a une difficulté à l'investissement, parce que la meilleure image de cette dette, c'est tout simplement la dette américaine, et on doit jongler entre un équilibre entre les obligations, l'économie américaine et l'inflation pour pouvoir justement combattre cette inflation. Et qu'est-ce qui permet de tenir les taux hauts et donc limiter l'injection de liquidité? Parce que l'injection de liquidité, on n'oublie pas, ça favorise l'inflation. Alors c'est très bien pour le Bitcoin, c'est très bien pour les cryptos et les actions, mais pour l'économie générale, c'est-à-dire qu'on a une inflation qui augmente. Donc il faut avoir des taux élevés pour limiter les liquidités et donc l'inflation. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le pétrole, donc forcément les sources énergétiques. On voit que le pétrole est en train de descendre pour aller certainement retester la partie basse qui est intéressante. Donc ça veut dire qu'on va avoir une diminution de la pression de la création énergétique à travers le pétrole, donc on devra avoir une diminution de l'inflation qui va être liée principalement à cette consommation-là. Maintenant, on va se poser la question suivante, c'est est-ce que l'économie américaine est réellement la représentation du SP500? Je rappelle que le SP500, on a clôturé, hop, si on reprend celui en mensuel, sur une partie qui est quand même relativement élevée. Est-ce que le reste de l'économie américaine est toujours dans cette même optique? Et ça, le meilleur moyen de pouvoir le voir, ça va être directement en allant voir les small cap 2000, et on voit que on est toujours dans une zone très compliquée, sur un retravail de zone de range, qui est plutôt positif, mais on n'est pas reparti à la hausse. Il aurait fallu clôturer au-dessus des 2150 pour se dire qu'en effet on pouvait repartir. Là pour l'instant, on est juste dans une phase
de ranger une consolidation au-dessus de la zone de rupture. Donc pour moi, il va falloir aller chercher beaucoup plus haut, et clairement, les banques américaines sont en risque. On le sait déjà depuis un certain temps, principalement dû à la pression qui est effectuée par les taux de la Fed, et aussi une économie qui est compliquée, d'où l'importance du PIB. Le PIB, on sait qu'on a une relation entre le PIB et l'inflation. Normalement, plus on a d'inflation, plus on a un PIB qui monte. Quand on a une décorrélation entre les deux, c'est là où ça pose souci. Tout simplement, l'inflation, c'est l'augmentation des prix. Donc si on a une augmentation des prix, forcément, on devra avoir une augmentation du PIB. Ce qui n'est pas forcément lié à la création de valeur et de richesse, mais ça, c'est encore un autre concept qu'on abordera certainement dans une autre vidéo. Et c'est là où il va être intéressant de faire un tour sur le SP500 divisé par la valeur et l'impression monétaire globale. Pour se poser tout simplement la question, est-ce que l'économie américaine surperforme l'impression monétaire? Est-ce que on a une représentation, certes, du PIB qui est en baisse, mais est-ce qu'on a une économie américaine, à travers le SP500, qui est suffisamment forte par rapport à l'impression monétaire générale, donc l'inflation globale? Ben on voit qu'on a clôturé ici au-dessus, encore une fois, en mensuel, et qu'on est bien toujours au-dessus de la zone de résistance qui était très très forte. Je rappelle que dans cette période-là, je vous avais expliqué que si on cassait, ça veut dire qu'on rentrait potentiellement dans la mise en place d'une bulle, la bulle de l'intelligence artificielle, pour aller chercher ces niveaux-là, et là, on verrait, est-ce que oui ou non, on aurait un crack, comme on a pu avoir sur la bulle Internet. Encore une fois, on est quand même très loin de cette partie-là, mais c'est un élément qu'il va falloir surveiller, parce que pour moi, on est vraiment dans cette idée de la cohérence entre un PIB qui baisse, une inflation qui stagne et une économie qui pousse, parce que clairement, c'est la représentation qu'on a à travers le SP500, et c'est le point qu'il va falloir valider. Est-ce que Jérôme Powell et la Fed vont être en capacité de baisser les taux, et quel va être l'impact de cette baisse des taux sur l'économie américaine? Est-ce qu'on va avoir une inflation qui va remonter suite à cette baisse des taux? Et est-ce que le PIB va suivre cette inflation? Si jamais ce n'est pas le cas, ça risque d'être problématique. Et pour ça, la meilleure représentation, c'est ici, le PIB américain, avec en vert, ce sont les zones de récession américaine, où on voit que systématiquement, quand on passe en dessous de zéro, on rentre dans une phase de récession qui est relativement forte. Et la question aussi, qui est latente, c'est est-ce qu'on ne rentrerait pas dans quelque chose qui est pire, la déflation? Déflation qu'on voit et qu'on a vu d'ailleurs au Japon pendant les 20 dernières années, mais il faut comprendre que la déflation, c'est un changement drastique de la psychologie de marché. On a une relation qui est très forte, normalement, entre l'inflation et le PIB. Si on a de l'inflation, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a le PIB qui monte. Ce qui est plutôt cohérent, ça veut dire qu'on crée de l'inflation, on crée de la valeur, cette valeur elle est retransposée dans le PIB. Par contre, si on a une décorrélation entre les deux, ce qui est actuellement le cas, ça sous-entend qu'on a les prix qui montent par une mécanique de prix et non pas par une création de valeur. Et c'est là où il y a un risque, si jamais on rentre dans la zone en dessous de zéro, dans cette zone ici, ça sous-entend qu'on aura une récession alors qu'on a une inflation qui potentiellement restera haute ou qui montera, et donc la Fed n'aura absolument aucun moyen d'action, parce que si elle baisse les taux trop bas, à ce moment l'inflation continuera à monter, et potentiellement on n'aura pas d'impact sur le PIB. Et c'est là où il y a une réponse, une incertitude à tout ça, c'est-à-dire que on ne sait pas la réaction de la Fed, et en tout cas même la réaction du marché par rapport à une baisse potentielle de la Fed. Que va-t-il se passer lorsque Jérôme Powell annoncera le pivot de la Fed? On aura une explosion du S&P 500? D'accord, peut-être. Est-ce qu'on aura une injection de liquidité dans les actions? Certainement. Mais concrètement, comment on aura cette représentation de valeur directement au niveau du PIB? Est-ce que les zones de complexité que l'on peut avoir au niveau de l'immobilier américain, des bons au trésor ou encore des banques? Est-ce que l'impact sera fort? Est-ce qu'on aura un retour du PIB? Est-ce que ça mettra 3 mois, 6 mois, 1 an? Ça c'est complexe, on n'a pas encore la réponse. Pourquoi on parle de tout ça? Tout simplement parce que nous sommes dans une zone d'incertitude, c'est pour vous expliquer à quel point on est dans une zone très très complexe. Et si je devais conclure cette partie macro pour pouvoir avancer dans la suite, je vous dirais que le risque de déflation est bien présent, et c'est un peu comme si le marché était en train de marcher sur un fil au milieu d'un ravin. Clairement, personne n'est d'accord sur le camp, mais tout le monde sait qu'à un moment donné, le soufflet retombera. On sait qu'on est dans une économie très complexe, on est dans une guerre géopolitique, économique, et forcément il y a des tensions qui se rajoutent à tout ça. Personnellement, je pense que ça aurait dû arriver en 2023 avec les banques régionales américaines, mais on l'a clairement retardé avec l'intervention de la Fed, et on tient
mais la réponse arrivera sur la réaction du marché avec la mise en place du pivot de la Fed et l'impact que ça aura sur le PIB. Ça ne veut pas dire qu'au moment où on fera le pivot, on aura la réponse, ça veut simplement dire que lorsque l'on passera dans la phase de pivot et de diminution des taux de la Fed, et donc qu'on rallumera tout simplement l'imprimante à billets, et donc l'accès à la liquidité sur le marché, on verra comment le marché réagit. Est-ce que c'est sur une forme d'inflation? Est-ce que le PIB suivra l'inflation? Ou tout simplement on aura toujours cette décorrélation qui potentiellement s'accentuera. Si jamais c'est le cas, à ce moment-là on sait très bien qu'on se dirige vers une très grosse crise qui pourra durer potentiellement plusieurs années, mais encore une fois c'est du lointain, on ne sait pas quand, on sait que ça peut arriver, et on n'aura pas la réponse cette année dans tous les cas. Au niveau du Bitcoin, et quel est l'impact que ça a? C'est-à-dire qu'on a oui, le changement de politique, on va revenir dans quelques instants, mais on a cette partie macro qui est très intéressante parce qu'on a clôturé ici la partie mensuelle. Mensuelle qui a été clôturée avec une baisse, une pression très forte, liée principalement à la nouvelle de Joe Biden, mais pas que ça, aussi à la pression du S&P 500 qui a fait des clusters de liquidation qui étaient relativement forts, et dans lequel on a clôturé en dessous du top qui a été effectué précédemment, en dessous du précédent ATH, et ici, en dessous aussi de la bougie baissière. Donc ça veut dire qu'on n'a pas réussi à ravaler cette bougie, malgré le fait qu'on est allé chercher liquidité au-dessus ici avec cette mèche-là, donc c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas réussi à clôturer au-dessus, donc on a bien une pression baissière au niveau de la crypto, et ce qui est en même temps tout à fait normal. Pour vous expliquer ça, on va aller voir un petit peu la partie réglementation. Forcément, on revient souvent dessus, parce que c'est vraiment le point pivot pour la crypto. On a la macroéconomie, oui, on en a parlé, et maintenant la partie réglementation. Et vous allez voir que c'est vraiment la chape de plomb qui nous retient, et c'est quelque chose qui va prendre un petit peu de temps, mais qui va être beaucoup plus rapide, dans lequel on va avoir des réponses assez rapidement, et vous allez voir que ça va impacter mon plan, je vous le dirai un petit peu plus tard. Mais avant d'aller plus loin, si vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez, partagez, et surtout abonnez-vous à cette vidéo. Et justement, on revient sur la partie réglementation et politique. Parce que clairement, on sait que les USA drivent le marché crypto. Il n'y a plus aucun doute dessus. Le marché asiatique est quasiment inexistant. Il n'y a quasiment plus de fonds. Donc ça veut dire que c'est vraiment drivé par le marché américain exclusivement et l'injection des liquidités américaines. Et donc forcément aussi la réglementation américaine. Réglementation américaine qui a beaucoup changé en mai. En mai, on a eu énormément d'informations. On a eu le SAB 121, donc ici, loi très importante qui remettait en cause la SEC qui est passée sur le Sénat, qui est passée au Congrès, et qui a été veto par Biden hier. Grosse nouvelle, qui a mis une pression très très forte sur les cryptos. Forcément, on avait eu déjà le positionnement de Biden en expliquant qu'il allait faire veto, on a eu un doute à un moment donné parce que justement, le bureau qui s'occupe de sa réélection commence à prendre contact avec les cryptos et on a quand même ici un Joe Biden qui ne s'est pas opposé, il a dit qu'il ne ferait pas veto au FIT 21, je vais revenir en quelques instants dessus, donc on s'était dit qu'en effet il n'allait pas faire veto sur le SAB 121. Bon, en l'occurrence, c'est faux, on le voit bien, il a fait veto, ça ne veut pas dire que c'est la fin, encore une fois, ça doit repasser sur un vote, et on doit faire les 2 tiers. Si jamais ça passe aux 2 tiers, on outrepasse le veto politique de Biden, et au vu des votes qui ont été passés, normalement ça devrait bien se passer, et le SAB 121 est très important. Je vous explique pourquoi. Parce que ça veut dire tout simplement que les banques et les institutionnels peuvent posséder ici des cryptos et les déclarer directement sur leur compte comptable. Même les cryptos qu'ils possèdent directement pour le compte de leurs clients. Et ça, c'est vraiment très important pour les banques. Ça veut dire que la SEC n'a plus le pouvoir de dire aux banques « Non, vous ne devez pas déclarer les cryptos, ça ne rentre pas dans vos assets ». Et donc ça veut dire que globalement les banques ne peuvent pas détenir des cryptos et ne peuvent pas intervenir par exemple sur les différents ETF qui sont en train d'être lancés. Forcément les banques début de l'année ont commencé à dire que c'était inacceptable, à mettre la pression sur la SEC et clairement le lobbying des banques a joué énormément sur le Parlement américain pour pouvoir faire voter cette loi. Et je pense que ça passera sur le long terme, mais là on a un positionnement de Biden qui met une pression très forte et qui nous pose la question, est-ce que clairement l'administration Biden est dans un revirement ou tout simplement il y a une pression qui est très très forte et que là c'est une façon de ne pas perdre la face en disant je fais veto, je sais que ça va passer. Ça malheureusement on ne le sait pas, il va falloir patienter. En tout cas ce qui est sûr c'est que le FIT 21 est passé, ils ont annoncé qu'ils n'allaient pas faire veto, en tout cas, s'ils restent dans leur directive, ils ne feront pas veto. Le FIT 21 est aussi une deuxième loi très importante qui permet principalement aux
au protocole décentralisé, donc c'est-à-dire à toutes les cryptos qui peuvent être décentralisées, prouver leur décentralisation, de ne plus être catégorisées comme étant un investissement, mais donc bien une commodities, donc quelque chose qui est beaucoup plus simple en termes de réglementation et en termes de commercialisation. Ça veut dire qu'on se détache de la SEC et de Gary Gensler, et on rentre dans un système qui est beaucoup plus simple en termes de gestion. Donc là, c'est une grosse avancée en termes de réglementation, et qui peut ouvrir le bal à l'entrée, potentiellement, des cryptos sur des exchanges qui sont beaucoup plus gros, avec des volumes de liquidité beaucoup plus gros. Encore une fois, on n'oublie pas, le maître mot, c'est la liquidité. Plus la réglementation est simple, plus on a de la liquidité qui peut rentrer sur le marché des cryptos, plus on a une macro qui est positive, plus on a de la liquidité qui rentre sur la crypto. Encore une fois, on est sur un marché qui est drivé par la liquidité, et c'est plus ou moins le fonctionnement économique. Le PIB est drivé par la liquidité, les actions sont drivées par la liquidité, et forcément les actifs à risque, comme le Bitcoin et les cryptos en général, sont drivés par la liquidité. Quel va être l'impact de ce changement de directive de Biden par rapport à l'ETF spot Ethereum? J'ai envie de vous dire absolument rien. La seule chose que l'on sait, c'est que on a le dernier formulaire S1 qui est en train d'être mis à jour par l'ensemble des acteurs. Donc ça veut dire que normalement on devrait avoir une validation de la SEC dans les prochaines semaines qui arrivent, qui permettrait justement d'avoir le trading de cet ETF spot Ethereum qui se lancera. Encore une fois, il va falloir faire attention au moment du lancement pour deux choses. C'est que on va avoir certainement un impact au niveau des cours, parce qu'on va avoir peut-être un événement de Sell the News qui arrivera, et deuxièmement, on aura certainement Grayscale Capital qui va liquider une partie de ses positions. Alors quand je dis Grayscale Capital, ce sont les personnes qui sont dans Grayscale Capital. Quand je dis les personnes, ça peut être des retail, ça peut être des institutions, et ça peut être aussi des sociétés qui sont greffées à Grayscale Capital, comme par exemple Genesis, qui a encore énormément de dettes et qui possède énormément de positions dans Grayscale Capital, avec beaucoup d'Ethereum potentiellement à vendre. Donc on prend en considération ça, on risque d'avoir quelques semaines d'outflow, et après on verra à quel point on aura des liquidités qui rentreront dans le marché. Mais c'est positif pour Ethereum, ça veut dire que on a les différences de dev qui sont en train de se normaliser, on a une réglementation à travers le FIT 21 qui est en train de se faire, et idéalement ce qu'on aimerait bien, c'est bien d'avoir le SAB 121 qui se règle de façon à pouvoir bien noter le fait que la SEC est mis de côté et que les banques peuvent intervenir directement sur la crypto, et c'est ce que l'on voudrait sur le long terme. Et maintenant, pour conclure cette vidéo, je vais vous répondre à la question la plus importante, est-ce que ça a changé mon plan, et est-ce que le retournement de Joe Biden et de la réglementation est dangereux pour les crypto-monnaies et ce qui est en train de se passer? J'ai envie de vous dire que c'est tout à fait normal d'avoir cette phase d'incertitude, c'est tout à fait normal d'avoir un revirement au niveau de Joe Biden qui n'est pas forcément un revirement. Il a dit qu'il allait faire veto, à quel moment il ne pourrait pas faire veto? Il est dans une phase de réélection, il est tout à fait normal d'asseoir sa politique et de faire ce qu'il a dit. S'il ne le fait pas, à ce moment-là, il perd toute crédibilité. Est-ce que c'est quelque chose qui va rester dans le temps? Je ne pense pas. Malheureusement, on n'a pas de boule de cristal, il va falloir voir. Pour moi, il y a beaucoup d'éléments positifs qui sont arrivés. On va attendre l'arrivée de l'ETF spot Ethereum, de la validation de FIT 21 et de la réglementation autour de la stablecoin bill qui est très importante. On en discutera certainement dans une autre vidéo. Mais pour moi, on est dans quelque chose qui est plutôt classique. Oui, on a un petit step back, on a un petit impact, mais ça reste quand même très contrôlé. Et encore une fois, on avance dans le bon sens. Donc pour moi, mon plan global n'est pas impacté, et même est en train de se statuer plutôt classiquement, dans lequel je reste toujours persuadé que sur la fin d'année 2024, on aura un retour des liquidités à travers le pivot de la Fed, et à côté, certainement une explosion du S&P 500, avant d'avoir potentiellement la mise en place d'une crise, mais qui aura lieu fin 2025 ou 2026. On a encore une fois le temps, parce que, comme je vous l'ai dit, ce sont des indicateurs qui mettent du temps à se mettre en place. C'est-à-dire que le PIB réagira plusieurs mois après l'impact de la Fed, et donc on est sur une forme de latence, et la liquidité aura eu le temps de se déverser. Et c'est un petit peu ce que je vais jouer sur ce bull run, et c'est un petit peu ma stratégie aussi de sortie, et on reste exactement dans la même range de temps. Tout est cohérent, malgré le fait qu'on soit dans une incertitude totale. On a une cohérence des différents indicateurs. Encore une fois, on réajustera au fur et à mesure en fonction des différentes nouvelles que l'on a, et c'est ça en même temps, faire de la stratégie active, parce que quand on est dans un monde complexe comme le nôtre, dans lequel on a une géopolitique qui est toujours en train de changer, il faut pouvoir réviser régulièrement son plan, et c'est un petit peu le travail qu'on effectue sur le groupe privé. Et si ça vous intéresse, vous avez le lien en description et en commentaire. Ce sera tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas avant de partir, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.